Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser ici à un exercice d'électrostatique qui sera traité à l'aide du théorème de Gauss. L'objectif étant, pour commencer, de calculer la charge totale d'une boule uniformément chargée en volume, ensuite de calculer le champ ainsi que le potentiel électrostatique en tout point, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de cette distribution de charge. On considère une boule de centre O et de rayon grand R, de charge volumique ρ strictement positive et constante. Comme cela est illustré par le schéma, on utilisera dans tout le problème le système des coordonnées sphériques d'origine O avec la base associée UR, Uθ, Uφ. Avant de passer en revue les différentes questions de l'énoncé, on commence par préciser ce qu'on entend par l'expression boule volumiquement chargée, sachant qu'il est souvent fait mention, dans les exercices, de sphère volumiquement chargée et que cela est un abus de langage. Tout ceci étant détaillé dans la remarque qui est affichée. Voici l'énoncé. Pour la première question, il est demandé de montrer que le vecteur champ électrostatique, E, se met sous la forme E de R, θ et φ égale E de R selon le vecteur unitaire UR. Pour la deuxième question, il faut calculer la charge intérieure à une boule de centre O et de rayon petit r quelconque. Pour la troisième question, il faut calculer, à l'aide du théorème de Gauss, le champ électrostatique créé par cette boule en tout point de l'espace. Pour la quatrième et avant-dernière question, il faut calculer le potentiel électrostatique créé par cette boule en tout point de l'espace, cela en supposant que le potentiel à l'infini est égal à V0. Pour la dernière question, il reste à représenter graphiquement les normes du champ et du potentiel électrostatique en fonction de petit r. Avant de répondre aux questions, commençons par donner quelques conseils méthodologiques. Pour répondre à la première question, il faut analyser les symétries et les invariances. Pour la deuxième question, grand R étant le diamètre de la boule chargée et petit r la distance du centre O de la sphère au point grand M, il faut distinguer d'une part le cas où petit r est compris entre 0 et grand R, et, d'autre part, le cas où petit r est supérieur ou égal à grand R. Dans le premier cas, il faudra veiller à bien calculer la charge intérieure à cette boule de rayon petit r. Pour la troisième question, il faut choisir judicieusement une surface de Gauss respectant les symétries de la répartition de charges étudiée. Il reste ensuite à exprimer le flux du vecteur champ électrostatique au travers de cette surface, puis à appliquer le théorème de Gauss une fois exprimée la charge intérieure à celle-ci. La quatrième question sera résolue en exprimant la relation reliant la circulation élémentaire du champ électrostatique et le potentiel. Relation qu'il restera à intégrer en tenant compte des conditions aux limites imposées par le problème et de la continuité du potentiel électrostatique. La dernière question, quant à elle, ne pose pas de problème particulier, sous réserve que tout ait été fait correctement jusque-là. Répondons à la première question. Étudions pour cela les symétries de la répartition de charges. On considère un point grand M hors de l'axe OZ et on le repère par ses coordonnées sphériques r, θ et φ. Alors, comme cela est illustré par la figure présentée à l'écran, on constate aisément que tout plan contenant l'origine grand O et le point M est un plan de symétrie pour la répartition de charges, donc pour le champ électrostatique. Il en résulte que le vecteur champ électrostatique est dirigé selon le vecteur unitaire radial UR. On ne peut cependant, à ce stade, rien dire de plus, et la composante ER du champ dépend encore, a priori, des trois variables R, θ et φ. C'est la raison pour laquelle nous allons maintenant nous intéresser aux invariances. Il est clair que la répartition de charge est invariante par rotation autour de tout axe contenant le centre de la boule. Il résulte de cette observation que le champ électrostatique, en M, ne peut pas dépendre des variables angulaires θ et φ. Il ne subsiste donc qu'une unique dépendance en petit r, la coordonnée radiale. Ainsi, on peut écrire que le vecteur champ électrostatique E en M égale E de R, θ et φ égale ER de R selon le vecteur unitaire UR.
ce qui confirme la proposition de l'énoncé. Il s'agit ici de connaître la charge intérieure à toute boule de rayon petit r, avec petit r compris entre 0 et grand R. Pour ce faire, appelons petit r la variable courante et RA le rayon de la sphère dans laquelle nous voulons calculer la charge. Alors, le volume élémentaire, en coordonnées sphériques, s'exprime par dV égale R2 sinus θ dr dθ dφ, et la charge élémentaire, contenue dans ce volume élémentaire dV, se calcule par dQ égale ρ dV. Il suffit alors d'intégrer cette expression sur le volume grand V de la boule de rayon RA. Le calcul entièrement détaillé est donné ici et permet d'aboutir au résultat indiqué, Q de RA égale 4 tiers de pi RA au cube que multiplie ρ. Le calcul présenté ayant l'intérêt d'être applicable pour une densité de charge quelconque, non nécessairement constante, en particulier pour ρ égale F de R, seule l'intégrale portant sur petit r étant alors différente. Ainsi, en conclusion, pour tout r compris entre 0 et grand R, on trouve Q de R égale 4 tiers de pi r cube que multiplie ρ. Le cas petit r supérieur ou égal à grand R se calcule aisément, comme cela est expliqué maintenant. Grand R étant le rayon de la boule, on trouve immédiatement Q de R égale 4 tiers que multiplie pi, que multiplie grand R au cube, que multiplie ρ. Notons que dans le cas particulier qui nous intéresse, à savoir celui d'une densité volumique de charge constante, il aurait suffi de multiplier ρ par le volume V égale 4 tiers de pi RA au cube de la boule de rayon RA inférieure ou égale à grand R. Ceci est l'objet de la méthode rapide évoquée ici. On précise également, en remarque, que pour une densité de charge constante, ce résultat est général, ce qui est tout à fait intuitif. Il suffit simplement de multiplier les densités volumiques ρ, surfacique sigma et linéique lambda par, respectivement, le volume V, la surface S et la longueur L de la distribution de charge. On termine cette série de commentaires par ce qui s'affiche désormais. Dans de nombreux exercices, la densité volumique de charge ne dépend que de la coordonnée radiale petit r, soit ρ de r. L'invariance par rapport aux variables θ et φ permet d'effectuer les intégrations indiquées, si bien que le volume élémentaire peut s'exprimer directement par dV égale 4 pi r2 dr, expression qui représente le volume contenu entre les sphères de rayon petit r, c'est-à-dire d'air 4 pi r2 et de rayon r plus dr. Il suffit alors, pour terminer le calcul, d'effectuer l'intégrale sur petit r, conformément à ce qui est expliqué. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous commençons par rappeler le théorème de Gauss. Le flux du champ électrique sortant d'une surface fermée grand S à l'intérieur de laquelle existe une distribution de charge grand D est égal à la valeur de cette charge divisée par epsilon 0, la permittivité diélectrique du vide. Le vecteur normal n extérieur, définissant l'orientation de la surface élémentaire ds, étant orienté vers l'extérieur de la surface de Gauss. Remarquons qu'on a bien utilisé ici le terme champ électrique et pas champ électrostatique, car on montre, en effet, que ce théorème est également valable en régime variable. Bien que l'énoncé du théorème de Gauss soit simple, il reste à savoir dans quelle mesure il est possible de l'appliquer. En particulier, nous devons préciser comment il faut choisir la surface de Gauss. Même si la surface de Gauss peut être choisie quelconque, les calculs ne seront simples que si le produit scalaire E scalaire ds l'est en tout point de la surface choisie. Concrètement, cela signifie qu'il faut utiliser, lorsque cela est possible, les surfaces équipotentielles. On sait, en effet, que les lignes de champ sont orthogonales en tout point de ces dernières et que, ainsi, le calcul du flux sera aisé. En effet, une surface équipotentielle aura, en chacun de ces points, sa normale collinéaire au champ électrostatique, facilitant ainsi le calcul.
Sachant qu'il faudra parfois compléter la surface équipotentielle, lorsqu'elle ne fera pas ainsi de S une surface fermée, par une surface jouant le rôle de couvercle pour pouvoir appliquer le théorème de Gauss. Dans tous les cas, ce théorème sera d'autant plus facile à appliquer que le problème étudié présentera des symétries fortes. Pour finir, il ne faut pas être surpris par le fait que l'on parle de surface équipotentielle alors que nous n'avons encore rien calculé. L'idée est qu'il faut trouver des surfaces telles que leur normale soit parallèle, le produit scalaire est alors le produit des normes, ou orthogonale, le produit scalaire est nul, au vecteur champ électrostatique. Et pour cela, on sait que le cours de physique nous indique que les surfaces orthogonales en tout point aux lignes de champ sont les surfaces équipotentielles. Avoir ceci à l'esprit nous permettra, ultérieurement, de faire des vérifications simples. Dans le cas qui nous intéresse ici, les choses sont simples puisqu'il suffit de prendre, pour surface de Gauss, une sphère de centre O et de rayon petit r, r étant la distance entre l'origine et le point grand M, en lequel on désire calculer le champ. Conformément à ce qui est illustré par le schéma, le choix de cette surface, fermée comme il se doit, a été dicté uniquement par les considérations de symétrie évoquées précédemment pour résoudre la première question. Maintenant que nous disposons d'une surface de Gauss appropriée, nous devons calculer le flux du champ électrostatique créé par les charges situées à l'intérieur de cette surface fermée. Compte tenu du fait qu'en tout point de cette sphère de rayon petit r, la normale est portée par le vecteur unitaire UR et que la norme du champ AR fixé est une constante, on trouve rapidement que E scalaire ds égale ER de R que multiplie ds. Vous pouvez prendre connaissance du détail du calcul, lequel ne présente pas de difficulté particulière. Il suffit ensuite de se rappeler qu'en coordonnées sphériques, l'élément de surface ds, R égale OM étant fixé, s'exprime par ds égale R2 sinus θ dθ dφ. Il ne subsiste alors que le calcul de l'intégrale double pour exprimer le flux sortant. Phi égale intégrale de E scalaire ds. Compte tenu des résultats qui viennent d'être établis, cette intégrale se sépare en deux contributions, l'une portant sur la variable θ, l'autre sur la variable phi. L'intégrale sur θ étant effectuée pour θ variant de 0 à π, tandis que celle sur phi sera effectuée entre 0 et 2π. Cela de manière à couvrir toute la surface de la sphère. Le calcul, complètement détaillé, montre que le flux du champ électrostatique, calculé sur toute la surface de Gauss, est égal à 4π r au carré que multiplie ER de R. Avant de faire le calcul de la charge intérieure à la surface de Gauss, nous expliquons ici que, comme cela a déjà été expliqué précédemment, on pouvait mener le calcul à son terme plus rapidement en tenant compte du fait que la norme du champ, qui ne dépend que de la coordonnée radiale petit r, fixée en tout point de S, est constant sur cette surface. Il en résulte que l'intégration ne porte que sur l'élément de surface infinitésimal ds. Intégration qui, une fois effectuée, donne tout simplement l'aire de la sphère de rayon petit r, soit S égale 4π R2. On retrouve ainsi plus rapidement le résultat établi précédemment. Le détail du raisonnement est affiché à l'écran. Il reste à déterminer la charge intérieure, Q1. Cela a déjà été fait et il suffit de reprendre les résultats établis lorsque nous avons répondu à la deuxième question. Sachant qu'il suffit de distinguer le cas où petit r est compris entre 0 et grand R, pour lequel la charge intérieure à la surface de Gauss est une fraction de la charge totale de la boule, du cas où petit r est supérieur ou égal à grand R, pour lequel la charge intérieure est égale à la charge totale de la boule. Tout est désormais réuni pour appliquer le théorème de Gauss. En faisant la synthèse des résultats obtenus jusqu'ici, on peut donner les caractéristiques du champ. D'abord l'expression de son unique composante radiale ER de R, ensuite sous forme vectorielle en introduisant sa direction et son sens via le vecteur unitaire UR. Nous vous laissons en prendre connaissance.
Le point remarquable étant que cette dernière expression montre le fait que, à l'extérieur de la boule, le champ est le même que celui d'une charge ponctuelle, située en son centre, O, de valeur grand Q égale ρV, V égale 4 tiers de pi r cube, étant le volume de la boule de rayon grand R. En effet, on a ER de R égale grand Q sur 4 pi epsilon 0 petit r au carré, égale ρ que multiplie 4 tiers de pi grand R au cube, divisé par 4 pi epsilon 0 petit r au carré, égale ρ que multiplie grand R au cube, divisé par 3 que multiplie epsilon 0 que multiplie petit r au carré. Le fait que le potentiel ne soit pas nul à l'infini, contrairement au potentiel créé par une charge ponctuelle placée dans le vide, loin de toute autre charge, ne change rien à l'affaire, puisque la relation dV sur dr égale moins ER de R montre que, par dérivation, le potentiel constant V0 n'influe pas sur l'expression du champ. Ceci étant fait, nous passons maintenant à la question 4. Pour calculer les potentiels électrostatiques créés par cette boule en tout point de l'espace, nous allons utiliser la circulation du champ. La circulation élémentaire dc du vecteur champ grand E pour un déplacement élémentaire dr, faisant passer d'un point M repéré par rapport à l'origine O du repère par le vecteur petit r à un point infiniment voisin M' repéré par le vecteur r plus dr, se calcule comme le produit scalaire dc égale E scalaire dr. Passant ainsi d'un point de potentiel V à un point de potentiel V' égale V plus dV, on montre que cette circulation élémentaire est égale à l'opposé de la variation du potentiel dV. On aboutit ainsi, en tenant compte une fois encore des symétries du champ, à la relation dV sur dr égale moins ER de R, qu'il va suffire d'intégrer pour exprimer le potentiel recherché. En utilisant les expressions du champ établies dans la question précédente, nous obtenons les expressions indiquées. Nous n'avons pas oublié d'introduire deux constantes d'intégration, C et D, lesquelles vont être déterminées en tenant compte des conditions aux limites et des propriétés de continuité du potentiel électrostatique. On commence par utiliser le fait que le potentiel a une valeur imposée, V0, à l'infini. Puis, par passage à la limite de la deuxième expression, valable pour petit r supérieur ou égal à grand R, on détermine la valeur de grand D, ici égale à V0. Il reste à déterminer l'expression de la constante grand C. On va se servir, ici, de la continuité du potentiel, dont on montre qu'elle est vérifiée dès lors que le champ électrostatique est fini. Ce qui est le cas aussi bien au voisinage d'une distribution volumique que surfacique. On écrit alors que V de R- égale V de R+, R désignant le rayon de la boule, R- et R+, représentant, respectivement, les distances au point O, deux points se trouvant au voisinage immédiat de la surface de la boule, à l'intérieur et à l'extérieur de celle-ci. Comme l'indique le calcul, on trouve ainsi sans peine l'expression de C, ce qui permet de clore cette question. La plus grosse partie du travail ayant ainsi été effectuée, il reste à exploiter les expressions établies. On commence par s'intéresser au potentiel électrostatique. On constate que les deux expressions obtenues, l'une pour petit r compris entre 0 et grand R, qui correspond à une portion de parabole, l'autre pour petit r supérieur ou égal à grand R, correspondant quant à elle à une portion d'hyperbole, se raccordent pour petit r égale grand R. Observation qui confirme la continuité du potentiel. On note, en outre, que les deux demi-tangentes à gauche et à droite en petit r égale grand R sont de même coefficient directeur, ce qui montre que le potentiel est dérivable en ce point. Ce qui vient d'être dit est illustré sur la courbe présentée à l'écran et sur laquelle figure la tangente ainsi que quelques valeurs caractéristiques. Notons que nous avons représenté les variations de V pour V0 strictement positif, mais que cela n'avait rien d'obligatoire, les expressions du potentiel étant tout aussi valables pour V0 inférieur ou égal à 0. Il reste à faire de même pour la norme du champ électrostatique.
Là aussi, il n'y a pas de difficulté particulière. La courbe se compose d'un segment de droite passant par l'origine, pour petit r compris entre 0 et grand R, et d'une fonction en a sur r carré, avec a une constante, égale à ρ que multiplie grand R au cube, divisé par 3 epsilon 0. On notera que la norme du champ est une fonction continue en petit r égale grand R, ce qui ne serait pas le cas pour une distribution surfacique de charge, mais qu'elle n'est pas dérivable en ce point, conformément au fait que les demi-tangentes à gauche et à droite n'ont pas le même coefficient directeur. On notera que la continuité du champ était attendue en petit r égale R, ceci du fait de la relation E égale moins gradient de V, réduite, ici, à ER de R égale moins dV sur dr. Relation déjà établie en utilisant la circulation élémentaire du champ. En effet, nous avons établi en répondant à la question 4 que non seulement la fonction V de R était continue, mais qu'elle était également dérivable au point d'abscisse petit r égale grand R. La courbe présentée illustre ce qui vient d'être expliqué. On a fait figurer en pointillé la demi-tangente à droite en petit r égale grand R, celle de gauche coïncidant, bien entendu, avec la demi-droite support du segment obtenu pour petit r compris entre 0 et grand R. Cette vidéo est maintenant achevée. Si elle vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.